Madeleine Archer sut qu'elle n'était pas au bon endroit à la seconde où elle sortit de l'ascenseur et vit la sculpture de glace d'un lion tenant une flûte de champagne. Elle cligna des yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était certainement pas la dégustation de vin sur le toit pour l'enterrement de vie de John, fille de son amie Clara. Non, c'était tout autre chose, des robes en soie, des smokings, des diamants scintillant sous des guirlandes lumineuses et des serveurs portant des plateaux de caviar. Il y avait un piano à queue, un quatuor jouant en direct et une foule de gens qui semblaient tout droit sortis d'une page de Vogue. Elle se retourna pour partir, luttant contre l'envie de piquer un sprint, mais il était trop tard. « Mademoiselle, votre nom, s'il vous plaît ?» Une femme en noir s'approcha avec un presse-papier et une oreillette. Madeleine paniqua. Laissa échapper la première chose qui lui vint à l'esprit. « Je suis avec les fleurs. » La femme ne leva même pas les yeux. « Elles ont été livrées il y a une heure. » Madeleine força un sourire crispé. « C'est ça. Bien sûr. » Elle commença à reculer vers l'ascenseur, et c'est là qu'elle percuta un homme grand aux larges épaules, dans un costume noir qui coûtait probablement plus cher que son loyer annuel. Son talon se prit dans le bord du tapis. Elle perdit l'équilibre et trébucha légèrement, mais ses mains la rattrapèrent par la taille. « Oula !» dit-il d'une voix basse, douce, prudente. Elle leva les yeux et son souffle se coupa. Il avait des cheveux sombres, coiffés en arrière avec une élégance naturelle, et des traits fins et saisissants qui firent battre son cœur. Mais c'étaient ses yeux gris, sérieux, la fixant comme s'il savait déjà qu'elle n'avait rien à faire ici. « Je crois que je me suis trompé d'endroit, balbutia-t-elle. « Je sais. Je suis Neil Jansen, dit-il, sa voix calme et curieuse. Vous venez de vous incruster à ma fête d'anniversaire. » Son estomac se noua. Oh mon Dieu, elle regarda de nouveau autour d'elle. Vraiment. Cette fois, ce n'était pas la fête d'un riche quelconque, c'était une sorte d'événement d'élite. « Je suis tellement désolé. Je pensais que c'était le bar sur le toit pour la dégustation de vin, l'enterrement de vie de John, fille de mon ami. » Il haussa un sourcil. « Vous avez confondu un événement privé en tenue de soirée avec une dégustation de vin et des écharpes de futurs mariés. Je n'ai pas vu les panneaux. J'ai juste suivi la musique, dit-elle, les joues en feu. » Une lueur passa alors dans ses yeux, de l'amusement. « Vous avez suivi la musique ?» Ses lèvres s'étirèrent presque en un sourire. « Eh bien, vous êtes là maintenant. Je vais partir. Vraiment. Désolé pour le dérangement. Joyeux anniversaire. » Mais au lieu de la congédier d'un geste, il pencha la tête. « L'étudiant. Vous n'avez pas de verre? » Quoi? Il fit un geste vers le bar. « On ne peut pas s'incruster à l'anniversaire d'un milliardaire sans au moins goûter le champagne. » Elle cligna des yeux. « Vous êtes sérieux? » Il hocha la tête. « Très sérieux. Restez, pour un verre. » Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû tourner les talons et partir comme une personne normale qui n'avait rien à faire ici. Mais quelque chose dans la façon dont il la regardait comme s'il en avait assez des gens qui faisaient semblant autour de lui la fit hésiter. « Un verre, lit-elle prudemment. « Un verre, répéta-t-il. Puis il lui offrit son bras. Elle hésita. Puis elle y glissa le sien. Il la conduisit vers le bar et les têtes se tournèrent sur leur passage. Neil Jansen, le PDG milliardaire de Jansen Tech, connu pour être froid, secret et totalement désintéressé par toute forme de démonstration publique, marchait bras dessus bras dessous avec une femme dont une simple robe bleu marine qui, de toute évidence, n'était pas à sa place. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il alors qu'il atteignait un coin tranquille du toit. « Madeleine. Madeleine Archer. Enchanté de vous rencontrer, Madeleine Archer. » Il lui tendit une coupe de champagne. « Alors, comment avez-vous réussi à vous perdre à ce point ?» Harry, mon ami m'a envoyé l'adresse. J'ai suivi les panneaux jusqu'ici. Mais je crois que j'ai pris le mauvais ascenseur. Heureuse erreur, murmura-t-il. Elle le regarda. « Pour moi ou pour vous? Ça dépend. Comptez-vous disparaître après ce verre ?» Elle haussa les épaules. « Disons que je n'avais pas prévu de m'incruster à l'anniversaire d'un milliardaire. Alors j'improvise un peu. » Il la regarda comme si elle était une énigme qu'il n'avait pas encore résolue. « Vous n'êtes pas comme les gens d'ici, parce que je ne porte pas de diamant de la taille d'un grain de raisin? Parce que vous ne faites pas semblant de vous intéresser à moi. » Elle cligna des yeux. « Vous voulez que les gens fassent semblant? Non. Mais j'y suis habituée. » Madeleine sirota le champagne, surprise par sa douceur. « Eh bien, je ne suis pas intéressée par vous. » Il sourit à cette remarque. Menteuse, elle s'étouffa avec sa gorgée. « Pardon, vous l'êtes. Juste un peu. » Elle le dévisagea, puis éclata de rire. « Vous êtes incroyable. Et vous êtes rafraîchissante, dit-il, continuant de l'observer. » Ils parlèrent un moment. De tout et de rien. Elle lui parla de son travail dans un magasin de fourniture d'art, de ses économies pour reprendre des études d'architecture. Il lui parla de son amour pour les vieux disques de jazz, de scènes des projecteurs alors même qu'il vivait dedans. Il ne lui demanda pas son numéro. Il ne lui proposa pas de l'emmener en avion quelque part ou de lui acheter quoi que ce soit.
Il se contenta de parler, et quand elle posa enfin son verre vide et dit « Bon, je devrais vraiment y aller », il ne la retint pas. Il dit simplement « Vous allez rester dans mes pensées, Madeleine Archer », et elle partit, le cœur battant, sans s'attendre à ce que cela mène à quoi que ce soit, jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, une berline noire s'arrête devant son appartement. Un homme en costume en sortit et dit « Mademoiselle Archer, c'est monsieur Janssen qui m'envoie. Il aimerait vous emmener dîner. » Elle resta bouche bée. « Quoi ?» Le chauffeur sourit. Il a dit que vous lui deviez un vrai cadeau d'anniversaire. Un qui? Un pic du filet mignon. Le dîner. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle ouvrait la portière et se glissait à l'intérieur. Le restaurant semblait sorti d'un rêve, lustre en cristal, menu doré à la feuille. Vue panoramique sur la ville. Mill attendait à table, vêtu d'un costume gris foncé, sans cravate. Les manches juste assez retroussées pour que son cœur fasse une pirouette. « Vous êtes venu, dit-il simplement. Vous avez envoyé une voiture, répondit-elle. J'avais peur que si je ne le faisais pas, vous vous enfuiriez pour ne plus jamais me parler. Je pourrais encore le faire. Le taquina-t-elle. Il sourit. Pas avant le dessert. La conversation coula aussi facilement que la première nuit. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant, une tension palpable. Elle ne pouvait détacher son regard de lui et il ne pouvait cesser de la regarder, alors qu'il sortait dans l'air nocturne. Il s'arrêta à côté d'elle sur le trottoir. « Je sais que ça peut sembler rapide, dit-il, mais je n'ai pas arrêté de penser à vous depuis le moment où vous vous êtes incrusté à ma fête. » Son cœur s'accéléra. « Je ne rencontre pas de gens comme vous, dit-il doucement. Et je ne dis jamais ce genre de choses. Jamais. Mais je veux vous revoir. Je veux tout savoir de vous. Et je ne vais pas faire semblant qu'il en est autrement. » Elle leva les yeux vers lui, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi moi? Parce que vous étiez vrai. Tous les autres sont venus pour m'impressionner. Vous êtes venu par accident. » Elle sourit. Sacrée façon de se rencontrer. Il se pencha alors, lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne le fit pas. Leur premier baiser fut doux, assuré, et lui fit flageoler les genoux, quand il se retira. Il murmura « Ne disparaissez pas, Madeleine. » Elle n'en avait pas l'intention. Plus maintenant. La galerie privée. Madeleine entra dans la galerie d'art privé et eut aussitôt l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. L'éclairage était tamisé et chaleureux, jetant des lueurs dorées sur les pièces sélectionnées qui ornaient les murs, des huiles abstraites, des sculptures minimalistes, et une immense toile qui ressemblait à un orage saisi en pleine inspiration. Le portier l'avait accueilli par son nom, mais il n'était pas en vue. Mais une hôtesse l'avait fait entrer avec un sourire entendu et indiscret. Il arrive tous deux. Suite, elle s'était attendue à un restaurant, peut-être à un autre décor sur un toit, pas à ça, certainement pas à un endroit qui sentait légèrement le bois de cèdre et les vieux livres. Elle portait une combinaison pantalon noir ajusté qu'elle avait emprunté à sa colocataire, assortie de créoles dorées et de talons qui la serraient un peu. Ses doigts se crispèrent sur une pochette qui n'était pas tout à fait assortie. Mais elle doutait que quiconque ici le remarquerait, ou s'en soucierait. D'un autre côté, c'était le monde de Mill Janssen. Le genre de monde où des accessoires dépareillés pouvaient faire l'une. Une voix basse s'éleva derrière elle. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Elle se retourna lentement. Mais il se tenait près de l'entrée, les mains dans les poches. Vêtu d'une chemise bleu mariné et d'un pantalon Aljassait. Pas de veste, pas de cravate. Juste une confiance tranquille et le genre de présence qui électrisait l'air. « Vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix, dit-elle en relevant le menton. « Je ne le voulais pas, répondit-il simplement. Je vous voulais ici. Je vois ça. » Elle fit un geste vers la galerie. « Vous avez loué cet endroit? » « Non. Il est à moi. » Elle cligna des yeux. « Vous possédez une galerie d'art, je la finance. » Corrigea-t-il quelqu'un s'en occupe, je me contente de signer les chèques et de venir quand j'ai besoin de respirer. Madeleine jeta un nouveau coup d'œil aux peintures. C'est ça, respirer pour vous? Ça l'est quand j'amène quelqu'un à qui j'ai vraiment envie de parler. Son ton était calme, mais ses yeux ne la quittaient pas. Il ne jouait pas un rôle, il n'essayait pas d'être impressionnant. Et c'était précisément ce qui faisait battre son pouls. Je pensais que nous dînions, dit-elle. C'est le cas, à l'étage. Il y a une salle privée avec un chef que j'ai soudoyé pour qu'il quitte sa cuisine étoilée le temps d'une soirée. Vous avez soudoyé un chef? Sans relâche. Elle le regarda longuement. Vous êtes conscient que c'est de la folie, n'est-ce pas, pour la plupart des gens? Peut-être, pas pour vous. Je ne fais pas les choses à moitié. Il désigna l'escalier caché derrière un rideau de velours au fond de la galerie. Elle le suivit. Le bruit de ses talons résonnant légèrement sur le parquet poli. La salle privée à l'étage avait des baies vitrées donnant sur le fleuve. Une seule table était dressée au centre, entourée de bougies et d'une douce musique de jazz provenant d'enceintes invisibles. Un homme en veste blanche était en train de dresser quelque chose sur de délicates assiettes en céramique à une table d'appoint. Elle regarda autour d'elle. Stupéfaite, c'est beaucoup. Il tira une chaise pour elle.
C'est l'idée. En s'asseyant, elle le regarda. Vous savez que je travaille 30 heures par semaine et que je vis dans un appartement où le radiateur fait un bruit de fantôme qui tousse, n'est-ce pas qu'il s'assied en face d'elle? C'est ce qu'on m'a dit. Par qui j'ai mes sources. Elle plissa les yeux. Vous avez fait des recherches sur moi? Je voulais m'assurer que vous n'étiez pas secrètement mariée ou que vous ne complotiez pas pour me voler. Et vous êtes exactement celle que vous prétendez être. C'est ce qui rend tout ça intéressant. Elle prit sa fourchette. Qu'est-ce qui est intéressant? Que je ne suis pas une menace? Que vous ne cherchez rien. Elle mâcha pensivement. Peut-être que je joue sur le long terme. Il se pencha en arrière. Bien. J'aime les jeux sur le long terme. Le chef apporta le premier plat, une préparation à base de mousse de truffe et de quelque chose de vert qui ressemblait étrangement à un pétale de fleurs. Mais il attendit que le chef se soit éloigné pour reprendre la parole. Je ne fais pas ça d'habitude. Dîner dans des galeries d'art privées? Courir après les gens. Madeleine hésita. Peut-être que vous devriez arrêter de dire ça. Ça commence à sonner comme une menace. Il sourit. Vous n'êtes pas facile à oublier. Elle pencha la tête. Parce que je suis la seule personne qui soit entrée dans votre vie par accident, non. Parce que vous êtes la seule personne qui n'a pas bronché quand je vous ai mis au défi. Je n'ai pas bronché parce que je me fichais de savoir qui vous étiez. Exactement. Il le dit. Comme si c'était un trésor rare. Comme si ce simple fait la rendait inestimable. Au moment où le dessert arriva, une tarte au miel et à la lavande avec quelque chose de croustillant et caramélisé sur le dessus, Madeleine sentit l'atmosphère de la pièce changer. Pas physiquement, mais émotionnellement. Comme si la distance entre eux s'était rétrécie sans qu'elle s'en rende compte. Elle posa sa fourchette avec précaution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il prit une gorgée de vin et il la regarda droit dans les yeux. Dites-moi, c'est vous qui m'avez amené ici, c'est vous qui m'avez entraîné dans ce monde qui n'a aucun sens, avec des lustres, des chefs privés et des berlines. Et vous êtes venu. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Si, vous le savez. Elle expira peut-être, mais je dois être honnête avec vous. C'est ce que je veux. Je ne suis pas une jeune fille au lieu écarquillée qui va s'évanouir. Parce que vous connaissez des gens avec des étoiles Michelin. Je ne veux pas prétendre que ce n'est pas écrasant. Je ne veux pas que vous fassiez semblant. Et je ne jouerai pas de jeu. Moi non plus. Elle l'étudia. Alors dites-moi ce que vous attendez de moi. Maintenant. Sans métaphore. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur la table. Les yeux rivés sur les siens, je veux savoir à quoi vous ressemblez au réveil. Je veux entendre le son de votre voix quand vous êtes excité. Furieuse ou blessée. Je veux savoir à quoi vous rêvez quand personne ne regarde. Je veux être la première personne que vous appelez quand quelque chose se casse ou éclot. Je veux vous donner des choses que vous n'auriez jamais pensé avoir. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que j'ai besoin de vous les donner. Le silence se fit dans la pièce. La gorge de Madeleine se noua. Vous venez de me rencontrer. Je n'ai pas dit que je l'avais déjà mérité, dit-il. J'ai dit que je le voulais. Elle se leva lentement. Sainte dirigea vers la fenêtre, regarda le fleuve onduler sous le clair de lune. Il ne la suivit pas. Il attendit. Après un long moment, elle se retourna. J'ai passé la majeure partie de ma vie à être celle qui en voulait plus. Plus d'honnêteté. Plus de fort. Plus que ce que les gens étaient prêts à donner. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Non, dit-elle. Vous ne l'êtes pas. Il se leva. Alors laissez-moi le prouver. Comment il s'approcha d'elle lentement, s'arrêtant à un souffle d'elle. Doucement. Venez avec moi demain. Où? Quelque part où vous n'êtes jamais allé. Elle réfléchit. Vous n'allez pas me le dire? Non. Mais je m'assurerai que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Et si je dis non, j'attendrai que vous disiez oui. Elle l'étudia. Vous n'avez pas l'habitude d'attendre. Maintenant. Si. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Il ne l'embrassa pas. Il ne la toucha pas. Il la maintint simplement dans cet instant. Comme si c'était quelque chose de précieux. Et pour la première fois depuis longtemps. Elle n'eut pas l'impression d'être à la traîne. Elle eut l'impression d'être rattrapée. Venez me chercher à midi, dit-elle doucement. Il hocha la tête une fois. Entendu. La côte amalfitaine. L'hélicoptère se posa sur un héliport au sommet d'une falaise surplombant la côte amalfitaine. Les pales tournaient encore lorsque Madeleine en sortit, le souffle coupé par bien plus que l'altitude. L'air salin lui fouetta le visage. Et elle porta la main à ses cheveux pour les empêcher de lui voler dans les yeux. Mais il sortit derrière elle, ses lunettes de soleil relevées dans ses cheveux ébouriffés par le vent. Une main dans le bas de son dos, tandis qu'il la guidait vers un sentier de pierre creusé à flanc de colline. En contrebas, la mer scintillait comme du saphir liquide. La villa devant était taillée dans la falaise même. Ses fenêtres cintrées et ses murs de grès pâle réchauffés par le soleil. « C'est réel ?» demanda-t-elle en plissant les yeux vers l'horizon. « C'est à moi. » dit-il. « Mais je ne suis pas venu ici depuis des années. » Elle le regarda. « Vous m'avez emmené dans une villa privée en Italie pour une excursion d'une journée. Eh bien, dit-il, nous resterons pour la nuit. » Elle s'arrêta de marcher. Milly se retourna. « Attendant. Je n'ai pas mon passeport sur moi. Si, maintenant.
Mon équipe l'a fait faire en urgence par l'ambassade. Il est dans votre sac. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Stupéfaite, vous m'avez fait faire un passeport sans me le demander? Je l'ai fait préparer au cas où vous diriez oui. Si vous aviez refusé, il aurait expiré dans un tiroir. Ses yeux se plissèrent. C'est soit incroyablement intrusif, soit incroyablement romantique. Je n'ai pas encore décidé. Je prends les deux, dit-il en continuant de marcher. À l'intérieur, la villa était fraîche et ouverte. Avec des sols en mosaïque et de hauts plafonds voûtés, le lierre grimpait aux fenêtres, et une odeur de citron flottait dans la brise. Une femme en pantalon de lin et blouse sans manches les accueillit en italien, puis disparut dans un couloir, les laissant seuls dans un atrium baigné de soleil. Madeleine tourna lentement sur elle-même, s'imprégnant de l'atmosphère. Vous ne faites vraiment rien à moitié. Je n'ai pas été élevé avec la demi-mesure. Elle l'étudia un instant. Avec quoi avez-vous été élevé? Il hésita, puis se dirigea vers un buffet sculpté et versa 2 verres de quelque chose de pâle et frais. Il lui entendit l'obligation, les apparences. Un père qui croyait que l'affection était un luxe que seuls les hommes faibles pouvaient s'offrir. Elle le dévisagea. C'est d'une honnêteté inattendue. Je ne vous ai pas amené ici pour vous impressionner. Je vous ai amené ici parce que quand je vous parle, je n'ai pas l'impression d'être observé. Elle s'appuya contre un pilier de pierre. Vous vous sentez toujours observé? Il sirota sa boisson. Quand on est dans l'argent, les gens apprennent vos habitudes avant même que vous ne sachiez que vous en avez. Ils observent votre humeur, votre ton. Ils s'adaptent. C'est un spectacle permanent. Et moi, vous êtes la seule personne à m'avoir jamais dit que j'étais ridicule? 2 fois. C'est votre critère d'authenticité? C'est un début. Quelques instants passèrent en silence. Elle se dirigea vers les porte-fenêtres ouvertes de la terrasse. Que seriez-vous si vous ne dirigiez pas un empire? Il la suivit dehors. Un biologiste marin. J'étais obsédé par les baleines quand j'étais enfant. Elle se tourna, surprise. Sérieusement? J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur elle. Mémorisé les schémas de migration. J'ai même essayé de fuguer pour rejoindre un navire de recherche quand j'avais 12 ans. Que s'est-il passé? Mon père m'a trouvé caché dans la voiture avec un sac à dos et un guide de terrain sur l'aise. C'est assez. Il m'a dit que les hommes de la famille Janssen ne courent pas après les passe-temps. Nous bâtissons des héritages. Elle resta silencieuse un moment, puis dit « C'est brutal ». Il regarda l'eau. C'était ce que l'on attendait de moi. Et maintenant, je bâtis des choses, mais j'ai un télescope sur le toit de mon appartement. Au cas où un groupe de baleines passerait dans la baie. Elle se tourna vers lui, sa voix plus douce. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Je ne suis ce que personne n'attend. Ils restèrent là un long moment, la brise soufflant entre eux. Plus tard, après s'être changé pour une robe d'été qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, fait livrer à sa taille exacte, elle le rejoignit sur la terrasse inférieure où une longue table avait été dressée avec des fruits de mer frais, des pâtes faites à la main et une bouteille de vin blanc déjà débouchée. Un pianiste jouait doucement dans un coin du patio, les notes flottant au-dessus de la mer. Elle s'assit, posant sa serviette sur ses genoux. Vous avez engagé un musicien? J'ai demandé au fils du voisin. Il joue parfois pour les touristes. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Elle le regarda, puis prit sa fourchette. D'accord. Mais sachez que je vais gâcher ce moment en vous posant des questions compliquées. Je n'en attendrai pas moins. Pourquoi moi? Demanda-t-elle. Il n'hésita pas. Parce que vous n'avez pas peur du silence. Elle cligna des yeux. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Il porta une bouchée d'espadon. Sa bouche mâcha pensivement. La plupart des gens se démènent pour combler le vide entre les moments. Pas vous. Vous leur faites de la place. Elle fixa son assiette. Ne sachant comment répondre, il prit son verre de vin. Vous demandez pourquoi vous? Moi. Je demande pourquoi pas plus tôt. Sa poitrine se serra, alors que le soleil descendait sur l'horizon. Baignant la terrasse d'une lumière ambrée, il se tourna de nouveau vers elle. Il y a autre chose, dit-il. Elle se redressa. Quoi? Je rentre dans 2 jours. J'ai une réunion du conseil d'administration. J'aimerais que vous veniez avec moi à la réunion. Non, à New York. Restez chez moi, juste pour un petit moment. Son pouls s'emballa. C'est rapide, je sais. J'ai du travail. J'appellerai votre responsable. Elle plissa les yeux. Vous ne savez même pas où je travaille. Si, je le sais. Elle posa son verre. 1000, ce n'est pas normal. Je n'offre pas la normalité. Qu'offrez-vous alors? Il posa sa fourchette et la regarda, les derniers rayons de soleil captant les éclats dorés dans ses yeux. J'offre une chance de voir ce que cela pourrait devenir. Sans interruption, sans bruit, juste mou. Elle se leva, se dirigeant vers le bord de la terrasse, en contrebas. Les vagues se brisaient contre les rochers. Régulières, infinies. Il ne bougea pas, il la laissa réfléchir. Finalement, elle se retourna. Que voulez-vous de moi, 1000 vraiment? Il se leva lentement. Je veux votre vérité, la version non éditée. Je veux me réveiller au milieu de la nuit et savoir que vous êtes réel, pas un fantasme,
pas une distraction. Vous. Elle croisa les bras autour d'elle. C'est beaucoup demander à quelqu'un que vous connaissez à peine. Alors donnez-moi le temps de vous connaître. Sa voix vacilla, et quand vous me connaîtrez, qu'est-ce qui se passera? Il s'approcha d'elle, s'arrêtant juste avant de la toucher. Alors je saurai que ce que je ressens déjà n'est pas une erreur. Son souffle se coupa. Il prit sa main lentement, comme pour lui donner la possibilité de refuser. Elle ne le fit pas. Les doigts entrelacés, ils restèrent en silence tandis que la mer respirait sous eux. Quand ils rentrèrent enfin, le musicien était parti. Mais la musique flottait encore dans l'air comme un souvenir, ils ne se parlèrent plus cette nuit-là. Il la conduisit à une suite d'invités avec un balcon donnant sur les étoiles. Elle enfila la chemise de nuit en soie qui avait été laissée sur le lit et sortit dans l'air frais de la nuit. De l'autre côté de la villa, elle vit une lumière s'allumer dans sa chambre. Il se tenait à la fenêtre, la regardant. Aucun d'eux ne bougea. Rien de tout cela n'avait de sens. Et pourtant, c'était la première chose depuis longtemps qui en avait. Le penthouse et la toile. Une semaine plus tard, Madeleine se tenait pieds nus sur le sol de marbre frais du penthouse de 1000, regardant les lumières de la ville scintiller contre les immenses baies vitrées. L'horizon s'étendait dans toutes les directions, hypnotique et vibrant. Mais son regard revenait sans cesse à son propre reflet dans la fenêtre, un reflet changé, d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Derrière elle, la voix de 1000 parvint de l'autre pièce. Ils me veulent à Singapour pour vendredi. J'ai dit non. Elle se retourna. N'est-ce pas un énorme sommet d'investisseurs? Il apparut dans l'embrasure de la porte, manches retroussées, col ouvert, pieds nus comme elle. Si. Mais je m'en fiche. Il s'appuya contre le cadre. C'est de ça que je me soucie. Elle croisa les bras. Tu as pris tes distances. Il la regarda un long moment. Ce n'était pas mon intention. Tu as pris des appels pendant le dîner, des réunions à minuit. Tu crois que je ne le remarque pas? Je ne voulais pas te déverser ça dessus. 1000, je ne suis pas en porcelaine. Non, dit-il doucement. Tu es d'acier et de velours. Elle s'approcha de lui, lente, délibérée. Alors fais-moi assez confiance pour me laisser voir le poids que tu portes. Il expira. L'air vif. Mon conseil d'administration me met la pression. Il pense que j'ai perdu ma concentration. Que tu es une distraction. Son expression ne changea pas. Et qu'en penses-tu, toi? Il fit un pas en avant. L'espace entre eux électrique. Je pense qu'ils ne m'ont jamais vraiment connu. J'ai passé des années à façonner un personnage en qui il pouvait avoir confiance, une machine, pas un homme, et puis tu es entré dans ma vie et tu l'as fait voler en éclats. Elle leva le menton. Je ne t'ai pas demandé de changer. Non. Mais je le veux, parce que pour une fois, je ne gravis pas les échelons du pouvoir. Je tends la main vers la paix. Elle toucha doucement. Son visage alors arrête de la fuir. Sa main recouvrit la sienne, les ancrant tous les deux. Ils passèrent la nuit sur le toit, blottis sous d'épaisses couvertures sur un canapé en teck tandis que le vent dansait au-dessus d'eux. La ville. Elle posa sa tête sur son épaule pendant qu'il traçait les constellations sur son bras du bout du doigt. Aucun ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Le matin, elle se réveilla seule. La note sur l'oreiller était simple. Viens à la galerie. Mais la robe bleue. Elle trouva la robe drapée sur la chaise longue, une soie bleue nuit, délicate comme un souffle, différente de tout ce qu'elle avait jamais possédé. Son pouls s'accéléra, non pas de nervosité, mais d'anticipation. Quand elle arriva à la galerie, celle-ci était vide. Pas de personnel, pas de musique, juste un éclairage doux et unique. Projecteur dirigé vers le mur du fond. Le bruit de ses pas résonnait alors qu'elle s'approchait. Là, accroché où se trouvait autrefois un joku, il y avait une grande toile inachevée, striée de couleurs qu'elle reconnut, le cuivre de ses yeux, l'acier orageux de son regard, l'ivoire pâle des falaises d'Amalfi. Elle la fixa, le souffle coupé. Derrière elle, les portes s'ouvrirent. Mille entra dans un costume noir, sans cravate, un orage dans les yeux et quelque chose de non dit entre les mains. Il s'approcha d'elle, lentement, comme si chaque pas avait une signification. « C'est à toi, dit-il. » Elle ne se retourna pas. « C'est toi qui l'as peinte? » Non. Je l'ai commandé. À un reclus en Toscane. Je lui ai donné tout ce dont je me souvenais. De cette nuit-là, de toi, elle lui fit face. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de le voir sur toile, le moment où j'ai su. Sa voix était à peine audible. Su quoi? Il s'approcha. Que j'étais déjà amoureux de toi. Le silence entre eux trembla. J'ai essayé de le combattre, dit-il, essayé de me dire que c'était une question de timing, d'alchimie ou de besoin. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est toi, uniquement toi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais il leva doucement une main. Je n'ai jamais fait ça à personne. Ni mon temps, ni ma vérité. Mais je te l'offre maintenant. Il plongea la main dans sa veste et en sortit une petite enveloppe carrée. Et je te demande de venir avec moi. Entièrement. Elle la prit, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait le croquis d'une maison en pierre. Des fleurs sauvages poussant le long de la clôture. Un chemin sinueux menant à un porche avec 2 chaises. Elle leva les yeux. C'est dans le Vermont.
J'ai acheté le terrain le mois dernier. Je veux la construire avec toi. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne cligna pas. Madeleine, dit-il d'une voix rauque, je ne veux pas être un homme qui ne connaît que les gratte-ciel et les indices boursiers. Je veux me réveiller avec de la peinture sur les mains et de la terre sous mes bottes. Je veux construire une vie, pas seulement un empire. Elle s'approcha de lui, passant ses bras autour de sa taille. J'ai peur, murmura-t-elle. Moi aussi. Mais je te crois. Il l'embrassa alors, lentement et sûrement. Et ce n'était pas un feu d'artifice cette fois. C'était un lever de soleil. Stable, irrévocable. Le lendemain matin, elle démissionna de son emploi à la boutique d'art, à la fin de la semaine. Elle avait emménagé dans le penthouse, non pas parce qu'il le lui avait demandé, mais parce qu'elle voulait se réveiller là où la lumière touchait les murs à l'aube et où il faisait du café en ne portant qu'un pantalon de pyjama et en posant des questions sur le papier. Aquarelle. Ils s'envolèrent pour le Vermont 2 semaines plus tard, se tenant ensemble dans une clairière pendant que les architectes déroulaient les plans. Elle posa des questions sur l'emplacement des fenêtres et des parterres de fleurs. Il esquissa un espace d'atelier pour elle à côté de la cuisine. Il riait plus maintenant. Il cessa de prendre des appels à minuit. Elle cessa de douter de la façon dont il la regardait. Et lorsque la maison fut à moitié construite, Mill lui prit la main, la guida sur les marches inachevées, et se tint sous les poutres qui deviendraient leur toit. « Épouse-moi, dit-il. » Elle cligna des yeux. « Tu ne tiens même pas de bague. » Il sourit. « Je ne demande pas un oui tout de suite. Je demande une promesse. Que nous y arriverons. Que nous rendrons cela réel. » Elle regarda autour d'elle sur le ciel, la vie qu'il façonnait, et sourit. « Nous l'avons déjà fait. » 6 mois plus tard, sous un dais de feuilles d'automne et de douces guirlandes lumineuses. Elle portait de la dentelle ivoire et marchait pieds nus sur un chemin bordé de mousse. Il l'attendait au bout, dans un costume sombre, l'expression indéchiffrable. Jusqu'à ce qu'elle le rejoigne. « Tu n'es pas nerveuse, murmura-t-elle. »« Je l'étais, dit-il, jusqu'à ce que tu touches ma main. » Et quand ils s'embrassèrent, ce n'était pas la fin de leur histoire, c'était le début de tout ce qu'il avait construit à partir d'un simple pas accidentel dans la mauvaise pièce, la preuve que parfois, le meilleur amour est celui que l'on n'a jamais vu venir, celui qui ne vous demande pas de changer, seulement d'être assez courageux pour rester. Le Grange et la promesse finale. L'air extérieur de la maison du Vermont portait une odeur de feu de bois et de pin, et Madeleine pouvait sentir la rugosité du cèdre brut sous ses doigts alors qu'elle s'appuyait contre la balustrade du porche. Les arbres avaient perdu la plupart de leurs feuilles, et ce qui restait flottait comme des confessions dorées dans le vent. À l'intérieur, la cheminée crépitait de bûches de bouleau, et des rires s'échappaient par les fenêtres, chaleureux et sans retenue. Elle se tourna légèrement, observant Mill à travers la vitre. Il était pieds nus, les manches retroussées, un crayon derrière l'oreille, penché sur une grande table à dessin en chêne dans la cuisine. Il examinait les derniers plans de la serre, s'il ajoutait à l'arrière un ajout de dernière minute après qu'elle eut mentionné combien les lilas de sa grand-mère lui manquaient. « Arrête de rôder, dit-il sans lever les yeux. Je ne rôde pas. J'observe. Tu es en train de réorganiser mentalement l'agencement, n'est-ce pas? Je me demande mentalement si nous devrions ajouter un puits de lumière dans le coin. » Petit déjeuner. Il se tourna enfin et le coin de sa bouche se souleva. « Tu as changé. Ah oui, d'avant, tu grimaçais quand je parlais d'agrandissement. Maintenant, tu fais des croquis sur des serviettes en papier et tu te disputes avec les électriciens. Tu as fait entrer une architecte dans ta vie. C'est de ta faute. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant sur le seuil de la porte ouverte. « Tu n'es pas seulement dans ma vie, Madeleine. Tu es ma vie. » Elle haussa un sourcil. « Tu essaies de me distraire de la discussion sur le puits de lumière? » « J'essaie de te distraire du fait que je ne t'ai emmené nulle part depuis un mois. Tu m'as emmené dans le Vermont. Je veux dire, quelque part avec un concierge et une carte des vins. Je n'ai pas besoin d'un concierge. Je t'ai poids. » Il monta sur le porche, les mains glissant dans les poches arrière de son île. « Tu t'es bien installé. Je me suis enraciné, corrigea-t-elle. C'est différent. Explique-moi. L'ensemble permanent. » Il hocha la tête une fois, puis regarda l'horizon. « Bien, parce que j'ai quelque chose à te demander. » Son pouce s'emballa. « Maintenant, pas encore. Ce soir. » Elle pencha la tête. « Pourquoi ce soir? » Parce que j'ai assez attendu. Ce soir-là. Il lui demanda de s'habiller pour le dîner. Pas dans un restaurant, pas en ville, mais dans la grange. Elle cligna des yeux. « La grange, tu verras. » Elle trouva une robe dans l'armoire de leur chambre à vert émeraude profond, douce comme un souffle et bordée d'un ruban de velours à la taille. Elle n'était pas là avant. L'étiquette était toujours attachée, mais il n'y avait pas de prix, seulement son nom brodé en fil d'or à l'intérieur du col. Quand elle sortit, la nuit était devenue froide et claire. Les étoiles parsemant un ciel de velours. La grange brillait au loin, éclairée de l'intérieur par une chaude lumière ambrée. Elle suivit le chemin de pierre bordé de lanternes, son souffle s'échappant en nuages. À l'intérieur, la grange avait été transformée.
Des guirlandes lumineuses pendaient des poutres, jetant une lueur dorée sur l'espace salle à manger improvisé. Une table ronde se tenait au centre, drapée de lin et mise pour deux, dans un coin. Un violoncelliste était assis sous une cascade de fleurs séchées, son archet glissant lentement sur les cordes. Mais il se tenait près de la table, en costume noir sans cravate, ses cheveux légèrement ébouriffés. Comme s'il y avait passé la main plus d'une fois. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il se retourna. Madeleine déglutit. « Tu as fait tout ça pour une négociation sur un puits de lumière ?»« J'ai fait tout ça parce que je n'attends plus. » Il s'approcha d'elle, lui tendant la main. Elle y plaça la sienne, et il la conduisit dans la lumière. Ils dînèrent d'un risotto aux champignons et de légumes rôtis, suivi de chaussons au poncho et de cidre versé d'un thermos en argent. Ils ne parlèrent ni de travail, ni d'entrepreneurs, ni de quoi que ce soit qui pouvait attendre. Au lieu de cela, ils parlèrent en souvenir les siens, des étés dans le jardin de sa grand-mère. Et les siens, de la première fois où il avait réalisé qu'il était seul, même entouré de tout le monde. Après le dessert, il se leva et lui tendit à nouveau la main. Elle la prit sans hésiter. Il la conduisit au centre de la grange où le violoncelliste se mit à jouer une mélodie lente et envoûtante. Il plaça une main à sa taille, l'autre tenant la sienne, et la serra contre lui. « Tu trembles, dit-il doucement. Je n'ai pas l'habitude de ça. »« De quoi ?»« D'être vu sans avoir à crier. » Ses lèvres effleurèrent sa tempe. « Tu n'as jamais eu besoin de crier. » Elle posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le battement régulier sous son oreille. Quand la musique s'estompa, il se recula et plongea la main dans sa poche. « J'allais attendre le printemps, dit-il. J'avais tout un plan, quelque chose avec des tulipes, un pique-nique et probablement un discours ridicule. » Elle le regarda s'agenouiller, son souffle se coinçant dans sa gorge. « Mais ensuite, j'ai réalisé à quoi bon je n'ai jamais eu de plan plus important que ce moment. » Il ouvrit la petite boîte dans sa main. À l'intérieur se trouvait une bague comme elle n'en avait jamais vu. Un simple anneau d'or serti d'un unique saphir en forme de poire, d'un bleu profond comme un ciel d'orage. « Je n'ai pas besoin d'une saison. Je n'ai pas besoin d'un projecteur. J'ai juste besoin de toi. Dis que tu construiras cette vie avec moi, Madeleine. Dis que tu m'épouseras. » Ses genoux faillirent la lâcher. Elle tomba à genoux à son tour, le foin lui piquant la peau, et prit son visage entre ses mains. « Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. » Il l'embrassa là, sur le sol de la grange, tandis que le violoncelliste s'éclipsait discrètement et que les étoiles clignaient leur approbation à travers les poutres. Ce n'était pas tape à l'œil. Ce n'était pas scénarisé. C'était parfait. Ils se marièrent cet hiver-là, non pas dans une salle de bal ou une cathédrale, mais sous les branches de pins drapés de neige, emmitouflés dans des écharpes et des chemises de flanelle. Leurs amis et leurs familles les plus proches emmitouflés dans des manteaux et des rires. Elle portait une robe à manches qui flottait dans le vent, et il portait un costume de laine avec une boutonnière en velours qu'elle avait elle-même épinglée. Ils échangèrent des vœux écrits sur du papier de cahier, les mains tremblantes non pas de froid mais du poids des promesses tenues. Il dit « Tu es le souffle que je ne savais pas que je retenais. » Elle dit « Tu es le calme dans ma tempête. » Et quand l'officiant les déclara mari et femme, mais il l'attira dans un baiser qui était plus qu'une cérémonie. C'était un serment en soi. Ensuite, ils dansèrent sous les étoiles. Leurs invités se blottirent près de feux de joie avec des tasses de vin chaud et des couvertures sur les genoux. Mais il lui murmura à l'oreille alors qu'elle s'appuyait contre sa poitrine. « Tu devrais savoir que je te construis un atelier ensuite. » Elle sourit. « Seulement si je peux concevoir ta salle de télescope. » Ils rirent, et le son résonna sur les arbres couverts de neige à travers la clairière dans la nuit. Les années passèrent. La maison fut terminée. La serre fleurit. Ses croquis se transformèrent en commandes. Son entreprise fonctionna mieux que jamais car, pour une fois, il n'essayait pas de combler un vide. Ils voyagèrent. Ils se perdirent sur des routes sinueuses, dans des endroits sans nom. Ils se disputèrent à propos du papier peint, du compost et de l'adoption d'un chien. Ils le firent. Il s'appelait Jaspé et avait l'habitude de voler des planches de bois. Elle peignit des galaxies sur les plafonds. Il apprit le nom de chaque fleur qu'elle plantait. Un printemps, sur le porche où tout avait commencé, elle lui tendit une minuscule paire de chaussons tricotés et dit « Tu vas être papa. » Il ne parla pas. Il la prit simplement dans ses bras et la serra jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Ils construisirent un monde, non pas à partir de grandes déclarations, mais d'un amour quotidien et tranquille. Et chaque fois qu'elle le regardait, que ce soit à travers une table de dîner ou sous un ciel plein de lucioles, elle voyait l'homme qui avait changé sa vie, non pas avec la richesse ou le charme, mais avec la présence, avec la vérité. Il n'a jamais cessé de la choisir, et elle n'a jamais cessé de dire oui.